Mesdames et messieurs, bonjour. À l'écoute de Radio Mali, il est 13 heures à Mopti dans la Venise malienne. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette session d'information, tous les regards sont tournés vers Mopti avec cet après-midi le clap de fin de la Biennale artistique et culturelle. Pendant 10 jours, 19 régions et le district de Bamako ont montré tout leur savoir-faire sur le plan culturel en démontrant toutes les facettes de la culture malienne. La cérémonie de clôture sera présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga qui est déjà à Mopti. L'invité de ce 13h sera Aman Demba Sissé. Il est le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et de l'Industrie hôtelière, mais également président de la Commission nationale d'organisation de la Biennale Mopti 2023. Pendant ce temps, à Ségou, la Comatex tourne à plein régime. Les commandes pleuvent au bonheur des travailleurs. Honoré Tcheno a fait un tour à l'usine pour Radio Mali. L'actualité internationale nous amènera au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Kenya et en Tunisie. Et le sport sera l'affaire de Famourou Djourté. Avec lui, on parlera de sport de main avec le handball et le basketball. Dans Focus Santé de ce dimanche, Barakissa Ouattara nous amène dans le CESCOM de Yirimadio, l'un des quartiers les plus peuplés du district de Bamako, pour nous parler de la prise en charge du paludisme. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. Je le disais dans les titres, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga est arrivé déjà à Mopti pour présider la cérémonie de clôture de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Accompagné par 6 membres du gouvernement et de 4 membres du Conseil national de transition, il a été accueilli par le ministre en charge de la culture et les autorités régionales. Aussitôt après son arrivée, le chef du gouvernement est allé rendre une visite de courtoisie aux notabilités de Mopti au vestibule du chef de village au quartier Komogol 1. Il a profité de cette occasion pour se réjouir de la bonne organisation de la Biennale à Mopti malgré la situation sécuritaire. Dr Choguel Kokala Maïga a également annoncé aux autorités traditionnelles de Mopti que les groupes électrogènes offerts par le colonel Assimi Goïta, président de la transition, resteront dans la Venise malienne. C'est par une fatia qu'a pris fin cette visite de courtoisie aux notabilités de Mopti. Mopti, nous y allons avec notre invité de ce journal. Il s'agit de Aman Demba Sissé. Il est le secrétaire général du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, mais également président de la Commission nationale d'organisation de la Biennale Mopti 2023. Monsieur le Président, bonjour. Oui, bonjour. Tout d'abord, la Biennale prend fin cet après-midi après 10 jours. Qu'est-ce qui est prévu pour la cérémonie de clôture sous l'égide du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga? Alors, bonsoir à tous nos auditeurs. Bonsoir à vous, Monsieur Dao. Alors, le Premier ministre, comme vous l'annoncez tout à l'heure, il est arrivé. Nous sommes allés à l'accueil. Il a effectivement aussi procédé à la visite de courtoisie, comme l'exige notre tradition. Alors, et pour revenir à la question posée, et ce soir, ça va être très serré, très serré, puisque toutes les régions ont montré leur savoir-faire. Les nouvelles régions, bien entendu, plus le district de Bamako, les 19. Alors, dire qu'aujourd'hui, c'est la fin, la clôture, et nous sommes très contents en tant que commission d'organisation, mais nous allons aussi laisser la ville de Mopti orpheline, puisque réellement, ce n'est pas le goût des Mofticiens que la Biennale finisse maintenant. Mais comme vous le savez, chaque bonne chose a une fin. Alors, au programme, il est prévu déjà les délibérations. On saura qui a remporté le prix. C'est tout le Mali qui a gagné, bien entendu, mais il faudrait qu'on arrive à désigner quelqu'un. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, les troupes vont défiler à nouveau, et toutes les troupes vont défiler, et toutes les régions, bien entendu. Et par la suite, il y aura le discours de clôture de M. le Premier ministre, le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, qui va mettre fin. Et ensuite, il y aura le passage de témoins pour la prochaine biennale dans une autre ville du Mali. Quelle est cette ville, monsieur le secrétaire général? Quelle est cette ville qui va abriter la prochaine biennale? Comment? La prochaine ville qui va abriter la biennale. Monsieur Dao, je souhaiterais vraiment que cela puisse venir de la bouche des bouches les plus habilitées, on va le dire ainsi, et ceux qui sont vraiment habilités
à prononcer le nom de cette ville. Nous, en tant que commission d'organisation, nous organisons la biennale, mais nous ne choisissons pas la ville qui devrait accueillir ou abriter. Donc, pour dire que vraiment, c'est les voix les plus autorisées vont prononcer la ville qui devrait accueillir cette prochaine édition de la biennale. En attendant la prochaine biennale, cette édition 2023 devait répondre à des défis, notamment organisationnels, avec 19 régions, plus le district de Bamako, mais et surtout sur le plan sécuritaire. Est-ce que sur ces plans, les attentes sont comblées? Monsieur Dao, c'est plus que... si vous voyez que le Premier ministre, il est venu à l'ouverture et il est revenu pour la clôture, c'est que, et pas au-delà même des attentes. Nous sommes allés au-delà des attentes de cette biennale. D'abord, la ville de Mopti était carrément une ville qui avait été, entre guillemets, disons ainsi, stigmatisée. Et aussi, c'est une ville où vraiment l'économie ne tournait pas. Donc, l'organisation de la biennale, d'abord, il y avait un défi économique qu'il fallait relever, il y avait un défi sécuritaire, mais également même un défi de santé. Et vraiment, ces différents facteurs ont été comblés entièrement. La sécurité, c'est le lieu d'ailleurs même de saluer les forces de sécurité et de défense de notre pays et qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite. Ousmane Dao, Monsieur Dao, je vous dis, il n'y a pas eu une seule bagarre pendant les 10 jours que nous avons vécu à Mopti, en tout cas dans le cadre de la biennale. Donc la biennale, le défi sécuritaire a été vraiment relevé. La biennale a servi de relance de Mopti, mais également de tous les centres du pays. Tous les centres du pays et de tout le Mali. Et ce qu'on pensait ne pas être possible, on l'a fait à Mopti. Le stade Barema Bokoum, vous l'avez vu, et quand à l'ouverture, vous l'avez vu, à la clôture aujourd'hui, déjà, on ne sait même pas comment est-ce que les officiels vont accéder à la salle, déjà. Donc, pour dire que vraiment, la mobilisation est au rendez-vous, les Mofticiens sont sortis, les Maliens sont venus, donc c'est la fête, et Mopti est devenue la capitale culturelle en ce moment, en tout cas pour ce qui concerne cette édition Biennale Mopti 2023. Monsieur Aman Demba Sissé, président de la commission d'organisation nationale de la Biennale Mopti 2023, alors, les défis relevés, quelles sont les perspectives après la Biennale à court, long et moyen terme? Tout de suite, nous avons vu que les petites économies ont démarré. Et ceux-là qui étaient les plus sceptiques, les plus réticents, ont compris que désormais Mopti est fréquentable. Le centre du Mali, de façon générale, c'était la nouvelle appellation. Et à long terme, c'est que Mopti, il faudrait que la vie redevienne comme avant à Mopti et que les populations se sentent en sécurité, que les populations se sentent considérés par le pays, par les autres Maliens, par les plus hautes autorités, en organisant de tels événements ou en tout cas de telles activités et très fréquemment à Mopti. Évidemment, il est très difficile d'organiser à nouveau une biennale, mais des activités d'envergure peuvent être envisagées et réalisées à Mopti. Et cela fera, en tout cas, permettra à cette population brave et résiliente de maintenir et de s'adapter au contexte que nous vivons, et d'ailleurs un contexte qui concerne tout le Mali. Monsieur le Président de la Commission nationale d'organisation, vous l'avez dit, Mopti accueillait 18 régions, en plus de la ville de Mopti et le district de Bamako. Tout le monde a répondu présent. Quel est cet appel à l'endroit de toutes les régions et du district de Bamako? Nous n'avons pas un appel particulier puisqu'ils ont répondu à l'appel. C'est des remerciements. Et c'est des remerciements à l'endroit de l'ensemble des délégations qui ont participé à cette biennale et qui ont eu leur présence en y restant. Et la particularité encore de cette biennale, c'est que tous les gouverneurs sont restés, sauf ceux-là qui ont eu des contrats de terrain. Tous les gouverneurs sont restés, les gouverneurs des 20 régions, parce que je vais dire les gouverneurs des 19 régions plus le district. Bon, ils sont tous restés du début jusqu'à la fin. Et ce soir, nous allons clôturer en beauté, puisqu'ils sont là encore pour la clôture. Donc, l'appel que j'ai, c'est vraiment un appel de remerciement et un appel de mobilisation à nouveau pour qu'on fasse un et indivisible comme le stipule notre devise. Et franchement, la rencontre de Mopti l'a prouvé à suffisance que le Mali est un et indivisible, puisque toutes les filles et tous les fils ont répondu à l'appel, et c'est un appel du devoir. Il s'agissait de relever les défis. Et ce qu'il y a, M. Dao, et peut-être une autre bonne nouvelle que Mopti a reçue à travers l'organisation de cette biennale, c'est que le délestage, pour ne pas dire les coupures intempestives d'électricité, ne sont plus que de mauvais souvenirs. On a 4 groupes électrogènes d'une capacité de 6 mégas. Donc, ce qui comble largement les déficits en électricité dans la région de Mopti. Et c'est ce qui a d'ailleurs même agrémenté l'engouement au niveau de l'organisation de cette biennale. Merci à vous, Monsieur le Président de la Commission nationale d'organisation, Aman Demba Sissé, d'avoir répondu à notre appel depuis Mopti, la Bénise malienne. Merci à la presse qui a relayé, qui a fait
une large diffusion de cette manifestation nationale, j'allais dire même internationale. Merci à la presse et merci à tous les Maliens pour leur mobilisation autour de cette biennale. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le Président de la Commission nationale d'organisation de la Biennale Mopti 2023, Amane Demba Sissé également, secrétaire général du ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Nous allons rester dans la Venise malienne où, comme on le disait, l'annonce de la tenue de la Biennale artistique et culturelle avait été diversement appréciée par les populations dans la Venise malienne. Aujourd'hui, l'espoir renaît de plus en plus dans le cœur des mopticiens. La Biennale a servi de tremplin pour renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble et a révolutionné tous les secteurs de l'économie. Voyons tout ça avec Oumar Maïga. La biennale artistique et culturelle a été annoncée dans la région de Mopti le 31 mars 2023. Souvenons-nous, il y a de cela 4 mois. Depuis, les populations étaient partagées entre l'incertitude et la certitude pour se l'approprier. Ce 6 juillet 2023, les populations de Mopti, les 19 régions administratives et les districts de Bamako à leur tête, les chefs du gouvernement, ont procédé à l'ouverture officielle au stade Barema Bokoum. Diallo Tata Touré, présidente de la société civile. On avait beaucoup d'inquiétudes parce que l'insécurité était là. Le développement socio-économique aussi n'était pas à la hauteur. Les infrastructures, tout. Mais alhamdoulilah, je peux dire aujourd'hui, tous les défis presque ont été relevés. Plus que ça aussi, c'est la cohésion sociale. Toutes les communautés, toutes les ethnies étaient là. Toutes les régions étaient là, dans une communion parfaite. Sauvegarder l'identité culturelle nationale à travers cette grande messe culturelle, les notables de la ville de Mopti l'ont traduit en actes concrets avec le Djatigia. Et chaque région a à son actif un Djatigi parmi les 11 quartiers de la ville de Mopti. Baba Touré, chef du village de Mopti. Nous avons accueilli avec chaleur. Le Mopti bouge. Mopti a une très grande joie. On ne peut même pas exprimer. Il faut voir, nous, quartier Kobogel, nous avons reçu Bamako. Nous avons reçu Menaka. Les 20 régions sont venues nous remercier pour dire que Djatigala, ça s'est bien passé. Les villes de Mopti et de Sévaré vibrent au rythme et au son de la biennale artistique et culturelle. Les activités socio-économiques sont ouvertes. Abba Kassambara, citoyen. C'est un sentiment vraiment de fierté et de confiance retrouvé à l'endroit de nos autorités. Parce que pour nous, c'était un mirage d'organiser la biennale à Mopti. Mais les autorités nous ont montré que tant qu'il y a la volonté, il y a le pouvoir. On avait peur de Mopti et les autorités ont montré au peuple malien et à la communauté internationale et au monde entier que partout au Mali, on peut vivre vraiment dans la sécurité compte tenu de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. C'est l'une des meilleures réponses que le Mali est en train de donner à la crise. Mahamoudou Ouedraogo, citoyen. Pour qui connaît Mopti, l'histoire de Mopti même, ça veut dire le rassemblement. C'est ça l'esprit de Mopti. Cette biennale permettra également à ceux qui pensaient qu'encore à Mopti, la tenue était encore impossible parce qu'ils ont vu à travers les médias que la tenue à Mopti, ça va aujourd'hui sur le plan sécuritaire. La biennale artistique et culturelle Mopti 2023 a révolutionné tous les secteurs de l'économie de la région. Mopti a brisé la glace de l'insécurité. À travers cette citation, à savoir, quand on veut aller vite, il faut aller seul. Quand on veut aller loin, il faut aller avec les autres. Mopti, avec les 19 régions et les districts de Bamako, a relevé les défis de la cohésion sociale et de vivre ensemble. Mopti, Oumar Maïga, Diakalia Traoré, pour l'ORTM. Comme vous le savez, depuis le début de cette biennale artistique et culturelle à Mopti, l'ORTM a déployé une grosse équipe pour la couverture médiatique qui prend fin cet après-midi au stade Barema Bokoum et cette clôture sera présidée par le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga. Et d'ici là, ce qui a retenu l'attention de l'un de nos reporters, c'est bien sûr le mouvement d'ensemble de la cérémonie d'ouverture. Avec 257 chorégraphes, 127 pas de danse, le Grand Ballet a illustré la marche du Mali à travers les âges du XIIIe au XXIe siècle. 3 metteurs en scène ont formé les chorégraphes durant 44 jours. Retour sur le ballet de la cérémonie d'ouverture intitulé « Ensemble redressons le Mali ». C'est avec Garibou Perou qui a été fasciné à la cérémonie d'ouverture.
Ensemble redressons le Mali, c'est le titre de ce ballet exécuté par 257 danseurs, dont 147 femmes. Sur fond de chant, danse, d'éloges, des griots, les ballerins magnifient la grandeur des empereurs dès le premier tableau. Karim Togola, chorégraphe. Nous avons fait appel quand même à des danseurs et tout le monde est venu, à peu près plus de 1000 personnes. Le premier tableau parle des empereurs qui se sont succédés. Nous avons pris 4 parmi tant pour représenter les empereurs. Donc le premier roi qui est rentré, c'est Kayama Sissé, Ouagadou. Donc, et le deuxième, ça c'est le Mandé, Sundiata Keita. Le troisième, ça c'est Féroun. Et le quatrième, nous avons pris Damonzon pour représenter Bambeba Tcheba Traoré. Le premier roi est rentré avec un cheval. C'était toujours pour dire à cette nouvelle génération, à ce temps, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de véhicule. Les rois se déplaçaient avec les chevaux, soit à pied. Les costumes, le roi Féroun ne pouvait pas s'habiller comme le roi d'Amazon, ou bien Sundiata Keita. Donc vous avez vu, il y a eu à peu près 4 costumes différents. Dans le deuxième tableau, la pénétration française vient interrompre l'atmosphère festive du temps des empires. Vous avez vu comment on maltraitait quand même les arrière-parents. C'est vrai, il y a eu des côtés positifs, des côtés, mais surtout des côtés négatifs. C'est à partir de cet instant que les gens ont vraiment décidé de se prendre en charge en disant Soudan non, oui. En ce moment, le Mali ne s'appelait pas Mali, c'était le Soudan français. Vous avez vu une chanson pour dire que Soudan non, Akaoulé, Angambolo Dignon Madjon, Yaka Bapeo. Soudan de nous, Bek Awili Kija, Juruni Tier. Avec le discours de Moudbo Keita pour proclamer l'indépendance totale du Mali. A proclamé comme État indépendant et souverain la République soudanaise. Dans le tableau 3, les ballerins manifestent leur joie. Ils miment les activités rurales comme l'élevage, la pêche, l'agriculture, montrant ainsi le courage de nos braves populations. Les métiers ont été relancés, les 9 régions ont été formées. Donc, maintenant, vers la fin, il y a eu la création. Donc, vers la fin de ce tableau, vous avez vu les différentes régions qui sont venues et que Moti est venu dire « Soyez les bienvenus ». Donc, Moti est sorti de ces lots des 9 régions-là pour venir accueillir les autres régions. Le grand mouvement a continué. Les bateaux Mali tanguent dans le 4e tableau. Cette situation chaotique est illustrée par les rébellions et conflits intercommunautaires causant des morts et des déplacements massifs. Karim Togola, chorégraphe. Il y a eu des gens qui ont pris les armes et qui ont attaqué dans le 4e tableau le peuple. Vous avez vu dans la chorégraphie, tout le monde était par terre et l'armée est intervenue. Leur costume, leur regard, la manière de danser, de faire les exercices. Et vous avez vu, dès qu'ils ont vu l'ennemi, il y a quelqu'un qui est monté. Ça c'est l'armée de l'air qui a intervenu et il a pu anéantir quand même tous ceux qui sont venus pour causer du tort à cette population. Le 5e et dernier tableau peint un dénouement heureux avec la transition. Les danseurs forment le Mali avec 19 régions et le district de Bamako. Karim Togola, chorégraphe. Vers la fin, que c'est le Mali d'aujourd'hui dont nous sommes en train de vivre. Oui, vous êtes militaire aujourd'hui, mais demain vous pouvez être quand même de la population. C'est pourquoi les militaires au milieu et dans la chorégraphie, mais vers la fin, ils étaient avec le peuple. Le peuple était là. C'est pour dire que l'armée est avec son peuple et que le peuple est avec son armée. Mais quand vous avez vu les plaques là, il y avait les différentes régions, le nom de ces différentes régions, c'est pour dire que ces 19 régions plus le district de Bamako forment le Grand Mali, le Mali Koura d'aujourd'hui. Chaque étape de cette chorégraphie est un voyage dans le temps. Elle nous rappelle et retient notre attention durant 45 minutes sur le Mali d'hier, d'aujourd'hui et de demain dans une impressionnante mise en scène.
Mopti, Garibou Pérou, Ablaye Diarra, Modibo Fofana pour l'ORTM. C'était le retour sur le ballet de l'ouverture de cette biennale avec Garibou Pérou qui a été fasciné par les pas de danse de 257 chorégraphes, 127 pas de danse. Et ce ballet était intitulé Ensemble, redressons le Mali. Et puis, sachez que le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga est arrivé à Mopti pour présider la cérémonie de clôture de la biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Accompagné par 6 membres du gouvernement et des membres du CNT, il a été accueilli par le ministre en charge de la culture et les autorités régionales. Aussitôt après son arrivée, le chef du gouvernement est allé rendre une visite de courtoisie aux notabilités de Mopti et au vestibule du chef de quartier de Komogol 1 et également chef de village de Mopti. Il a profité de cette occasion pour se réjouir de la bonne organisation de la biennale à Mopti malgré la situation sécuritaire. Dr Choguel Kokala Maïga a également dit aux autorités traditionnelles que les groupes électrogènes offerts par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, vont rester à Mopti. C'est par une fatia qu'a pris fin la visite du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga aux notabilités à sa descente d'avion à Mopti. Également, ne ratez pas toute la cérémonie de clôture de cette édition 2023 de la Biennale artistique et culturelle sur le réseau synchronisé de l'ORTM, Télévision nationale ORTM 1 et Radio nationale du Mali avec nos envoyés spéciaux dans la Venise malienne pour ne rien rater de cette Biennale 2023. C'est à partir de 15h. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. 13h20 à Ségou, la reprise des travaux de la Comatex est effective. À ce jour, tous les ateliers au niveau de l'usine tournent normalement. Les travailleurs, dans leur grande majorité, sont présents et la direction générale a été très enthousiaste par cet état de fait et rassure le pouvoir de tout faire pour que les commandes arrivent à bonne destination et avoir plus de commandes également. Une équipe de l'ORTM Ségou, dirigée par Honoré Tchenou, s'est rendue dans les ateliers de la Comatex. Loin un simple vacarme, ce grand bruit des machines est la résultante de la relance officielle des activités à la Comatex par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le 13 juin dernier. L'usine reprend du service quasi normalement. Dans les ateliers de la filature, du tissage et du blanchissement, des équipes se relaient de jour comme de nuit. Issa Sangaré, directeur général de la Comatex. Tout se passe normalement. Nous avons fait un tour dans les ateliers. Nous avons vu l'ambiance avec laquelle les travailleurs sont venus et ils sont contents tous. Pour cette reprise effective des activités, les travailleurs sont dans un état de bonne humeur et d'espoir. Grégoire Koïta, contrôleur qualité à la filature de la Comatex. Ça se passe très bien. Actuellement, les gens sont vraiment motivés. Tout le monde est présent. Il n'y a eu que quelques absents. Mais actuellement, vraiment, on est heureux avec l'ouverture et on espère que ça ira. Draman Tunkara, technicien au tissage de la Comatex. Actuellement, il y a à peu près 95% de présents et le démarrage a été effectif à 100%. Un sentiment de fierté. Donc, on est fiers des travailleurs et on veut faire plus que ça. Amadou Sissé, chef de service blanchissement. C'est extraordinaire, parce que vraiment, imaginez-vous, pendant 3 ans, des chefs de famille qui sont là, tous les jours, il faut sortir pour trouver un petit quelque chose. Et officiellement, on a repris, on a même fait quelques petites productions. Vraiment, c'est extraordinaire. On ne fait que remercier tout le monde. À peine la reprise, des commandes pleuvent déjà. Issa Sangaré, directeur général de la Comatex. Depuis déjà, quand on a commencé la maintenance des équipements, les gens nous avons commencé à recevoir des commandes. En termes de fil à tisser d'ailleurs, on a presque 1000 balles, plus de 1000 balles de commandes à notre disposition aujourd'hui, le fil à tisser. Bon, le tissu imprimé, il y a des commandes, même si ce n'est pas très important comme on le croit, mais c'est le début. À ce jour, seuls les cas de maladie et de décès et ceux-là qui auront déjà eu du travail ailleurs ne répondent toujours pas à l'appel. Sinon, le travail a repris de plus belle. Ségou, Honoré Tchenou et Kramoko Traoré pour l'ORTM.
Le Mali, à l'instar des autres pays, fait face aux effets du changement climatique. Et cette année, ces changements climatiques impactent sur la campagne agricole 2023 avec la mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l'espace. L'effet de ces poches de sécheresse ont été anticipés par la Direction nationale de l'agriculture qui a pris des mesures pour atténuer, voire annihiler les conséquences de ces phénomènes climatiques sur l'agriculture. Bemba Sibi nous donne plus de détails. La campagne agricole 2023 au Mali est marquée par une situation pluviométrique contrastée selon les régions. Il pleut dans certaines régions alors que d'autres font face à des poches de sécheresse. Selon les derniers bulletins du groupe de travail pluridisciplinaire d'agro-hydroclimatique, à la date du 10 juillet 2023, la répartition des pluies dans le temps et dans l'espace est irrégulière. Ismaïla Koumaré, chef service observation et prévision météorologique à Mali Météo. Les poches seront longues et c'est ce qu'on est en train d'observer actuellement. Il y a aussi l'effet du changement climatique qui influence l'océan aussi. Tantôt c'est une phase froide et tantôt c'est une phase chaude. Mais en perspective, dans les jours à venir et dans les mois à venir, il y aura la pluie. Les poches de sécheresse ont été constatées début juin et se sont installées jusqu'à la fin du mois dans la plupart des bassins de production. Et cette mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l'espace peut avoir des impacts sur les derniers semis. C'est pourquoi la Direction nationale de l'agriculture a pris très tôt des dispositions pour atténuer, voire annihiler les effets de ce phénomène climatique. Samba Bari, chef de bureau statistique et suivi évaluation à la Direction nationale de l'agriculture. Les mesures pour s'adapter à ça, c'est de demander aux producteurs de suivre les informations météorologiques à la radio, notamment à l'ORTM, pour entamer le calendrier agricole. Il y a aussi les opérations de pluie provoquées que le gouvernement chaque année met à la disposition des producteurs maliens, dont les zones déficitaires sont tenues de faire remonter l'information à la DENA et qui remonteront ces informations-là au niveau de Mali Météo. Nous conseillons aux producteurs de cultiver les variétés précoces, des variétés de 70 jours à 80 jours de mil, de sorgho et de maïs. Des mesures pour sécuriser les productions agricoles car avec la mauvaise répartition des pluies, les cultures peuvent souffrir de stress hydrique, ce qui joue sur le rendement. 13h25, actualité hors du Mali. Au Sénégal, hier soir, des concerts de casseroles ont retenti à Dakar et dans plusieurs localités du pays à l'appel de l'opposant Ousmane Sonko qui a annoncé il y a quelques jours sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Il entendait par cette manifestation protester contre l'interdiction pour risque de troubles à l'ordre public de son meeting d'investiture qui était prévu samedi après-midi. L'appel a été suivi dans plusieurs quartiers de Dakar et dans des villes comme Ziguinchor et Mbaké. Ousmane Sonko, rappelons-le, a été condamné le 8 mai dernier à 6 mois de prison avec sursis lors d'un procès en appel pour diffamation, une peine largement perçue comme le rendant inéligible pour la prochaine présidentielle. De son côté, Ousmane Sonko a affirmé vendredi dans une déclaration qu'il reste éligible, accusant le président sortant Macky Sall de complot pour l'écarter de la présidentielle. En Côte d'Ivoire, à moins de 2 mois des élections régionales et municipales prévues le 2 septembre prochain, les discussions se poursuivent entre le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI de Henri Konan Bédié, 2 anciens présidents. La date limite de la réception des candidatures auprès de la commission électorale a été fixée au 19 juin prochain. En République démocratique du Congo, plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus aujourd'hui à Nairobi, au Kenya, dans la capitale kenyane pour la 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine. Pour en parler, nous accueillons en direct dans ce journal Mohamed Sangari. Mohamed, bonjour. Et bonjour, Ousmane Dao. La situation à l'est de la République démocratique du Congo sera au cœur de cette réunion de l'Union africaine. Oui, Ousmane Dao, d'abord, c'est une réunion qui réunit notamment les membres du bureau de la conférence de l'Union africaine, les chefs d'État des comités économiques et régionaux et les présidents de la Commission de l'Union africaine. Un sommet où il sera question des conflits et crises qui affectent le continent. Et le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, est également présent. Et pour la délégation venue de Kinshasa, il faut continuer de plaidoyer concernant la situation dans l'est du pays, explique un proche de la présidence qui fait remarquer que pour l'instant, l'Union africaine n'a pas clairement condamné le soutien du
du Rwanda au M23. Il y a tout de même eu plusieurs rapports d'experts onusiens allant dans ce sens. On ne peut pas continuer à faire comme si ça n'existait pas, ajoute un diplomate congolais. Enfin, pour ces membres de la délégation congolaise, il n'est pas exclu qu'en marge du sommet, une rencontre soit organisée avec Uhuru Kenyatta. L'ancien président Kenya est actuellement le facilitateur de la communauté est-africaine pour l'est du pays. Il revient tout juste d'un déplacement à Goma où il a appelé à une résolution pacifique du conflit avec les M23. Ousmane Daw. Merci Mohamed Sangari. En République centrafricaine, la campagne pour le référendum constitutionnel a été officiellement lancée par un meeting hier à Bangui par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Plusieurs milliers de sympathisants du mouvement Cœur Uni, le parti de la majorité présidentielle, étaient à ce meeting. Durant 2 semaines, les partisans du oui et ceux du non devront convaincre les Centrafricains. Le vote du référendum sur la nouvelle constitution centrafricaine est prévu le 30 juillet prochain. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine par téléphone hier samedi. Les échanges ont porté sur l'avenir de l'accord céréalier qui permet à l'Ukraine d'exporter son blé depuis ses ports malgré la guerre et qui doit arriver à expiration demain lundi. Lansine Keïta, qu'est-ce qui a été finalement arrêté à l'issue de ces échanges téléphoniques entre Cyril Ramaphosa et Vladimir Poutine, justement au sujet de cet accord céréalier? Pour l'instant, Ousmane Daw, aucune assurance ne sort de ces échanges dans la mesure où Vladimir Poutine a rappelé à Cyril Ramaphosa au téléphone que les demandes russes pour lever les obstacles quant à ses propres exportations d'engrais et de produits alimentaires n'ont pas été respectées. Cyril Ramaphosa entend donc poursuivre les discussions également auprès du président ukrainien Volodymyr Zelensky, avec qui il s'était déjà entretenu au cours de la semaine, ainsi que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. On s'attend dans ces conditions à une série de discussions pour une éventuelle prolongation de l'accord. En cas de désaccord, l'Afrique en particulier pourrait payer le prix fort et voir sa sécurité alimentaire être mise en danger. Il faut rappeler que cet accord céréalier avait été trouvé 1 mois après la mission de paix en Ukraine et en Russie menée par plusieurs chefs d'État africains, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Ousmane Daw, autre sujet évoqué par les 2 hommes au cours de ces échanges, c'est le sommet des BRICS, organisé fin août à Johannesburg en Afrique du Sud, mais aucune précision concernant la présence de Vladimir Poutine à ce sommet. En Tunisie, ce dimanche, le président tunisien Kais Saied reçoit à nouveau une délégation de 3 dirigeants européens. Il s'agit de Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni et le premier ministre néerlandais Mark Rutte. Cette délégation est à Tunis pour essayer de signer des séries d'accords avec la Tunisie. La proposition d'accord sur l'immigration est la plus attendue. Déjà, l'Union européenne propose dans cet accord une aide à hauteur de plus de 15 milliards de francs CFA pour lutter contre l'immigration. En attendant, le sort des migrants subsahariens reste toujours incertain après les violentes expulsions, de soit que certains vivent encore dans la rue. Vendredi, le président Kais Saied a présidé un conseil de sécurité où il a insisté sur le fait que les migrants étaient attirés de force en Tunisie par des gangs criminels, assurant que des sommes d'argent importantes avaient transité dans des transferts monétaires pour financer ces réseaux. De son côté, le Croissant Rouge tunisien estime que la situation est encore précaire pour des centaines de migrants. Dans un instant, le sport. L'actualité sportive sera développée en direct par Famourou Djourti qui m'a rejoint dans ce studio. Famourou, bonjour. Bonjour Ousmane Daw. On commence par le handball. La formation à l'endroit des arbitres de la discipline a pris fin hier samedi à l'Institut national de la jeunesse et des sports. 15 paires d'arbitres ont pris part à cette formation. Oui, ils étaient au nombre de 30 arbitres stagiaires de handball à prendre part à la dite formation du 9 au 15 juillet 2023. La session de formation était basée sur la connaissance des règles, le positionnement sur le terrain, la main courante et les sifflets signaux. La formatrice est une experte à la Fédération internationale de handball, IHF, et elle se nomme Abid Soumaya. Elle est tunisienne. Tous les participants ont eu une attestation et des sifflets à la fin du stage. Je vous propose à présent d'écouter la porte-parole des arbitres stagiaires, Mamou Keïta, et le président de la Fédération malienne de handball, le lieutenant-colonel Cheikh Mohamed Chérif Tunkara.
Ces 6 jours de formation, on peut dire que c'est largement suffisant pour quelqu'un qui a l'amour de quelque chose. On nous a dit qu'on a réduit 2 semaines de séances de formation en 1 semaine. Et on a beaucoup appris. À travers ça, on peut dire que nous sommes prêts à appliquer ce que l'international tunisienne nous a appris. On a toujours souhaité renforcer les ressources humaines de la Fédération malienne de handball. C'est que le monde de handball avait un problème sérieux de ressources humaines. C'est pourquoi on a initié l'année dernière une formation d'entraîneurs. On en a formé une 20aine. Et cette année, on a initié cette formation d'arbitres qui est une 30aine. Donc l'idée c'est d'avoir des arbitres parce qu'on était en perte d'arbitres. Il ne restait que 2 ou 3 paires. Donc c'était un problème sérieux. On a pris des jeunes arbitres qui vont faire carrière dans le domaine d'arbitrage. Voilà, les 30 arbitres qui ont suivi cette formation sont prêts à servir sur le plan national. En basketball, Coupe du monde des moins de 19 ans, entrée difficile du Mali face à l'ogre, les États-Unis d'Amérique. Oui, les Américaines, double tenantes du titre et vainqueurs de 9 éditions sur 14, ont mis leur titre en jeu ce samedi. Dans le groupe B, les Maliennes ont été battues d'entrée par les Américaines 85-66. Ce samedi, tout à l'heure à 15h45 GMT, le Mali fera sa deuxième sortie et ce sera contre Taipei chinois. Bonne chance à ces filles pour la Coupe du monde des moins de 19 ans en basketball pour cette deuxième sortie. Afrobasket des moins de 16 ans, filles et garçons, Tunis 2023. Les filles du Mali ont battu ce matin le Maroc par 102-29. Les garçons ont gagné hier 67-43 face au Rwanda. Oui, les moins de 16 ans, filles du Mali, restent toujours l'équipe à battre dans cette compétition. Les joueuses du coach Moussa Sidibé ont dominé les Marocaines par 102-29 ce matin au compte de leur troisième sortie. Les filles du Mali avaient battu hier les Rwandaises par 108-24. En ouverture, vendredi, elles ont maîtrisé leur homologue angolaise 80-32. Les septuples championnes cherchent à remporter leur 8e titre et à poursuivre leur domination puisqu'elles ont remporté les 7 éditions organisées jusqu'à présent. Du côté des garçons, les cadets maliens ont enregistré leur 3e succès en autant de sorties. Ce samedi, ils ont gagné contre l'Angola 67-43. Les cadets maliens jouent ce lundi contre la Tunisie. Toujours en basketball sur le continent, au niveau de l'Afro-CAN, se joue cet après-midi la finale entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, 2 nations qui n'étaient pas du tout attendues à ce niveau. Oui, alors que le Maroc s'est qualifié automatiquement pour l'Afro-CAN de cette année en atteignant la demi-finale il y a 4 ans. La Côte d'Ivoire a dû passer par un tournoi de qualification régionale le mois dernier à Abidjan pour se rendre à Luanda en Angola. Au début du tournoi, peu de gens prédisaient que ces 2 équipes pourraient atteindre la finale. Le Maroc a atteint la finale sur une note de 4 victoires et une défaite avec une moyenne de 64 points, 34,6 rebonds, 14,8 passes décisives et 2,8 pertes de balles par match. Le Maroc peut également se targuer d'un bon pourcentage de réussite au lancer franc puisqu'il a réussi 53 de ses 92 tentatives, ce qui est suffisant pour lui permettre de rêver au titre. Avant la grande finale, la Côte d'Ivoire affiche une moyenne de 66 points, 40,3 rebonds et 17 passes décisives par match. Tout comme le Maroc, les Ivoiriens ont un bilan de 4 victoires et une défaite. Ils ont mal commencé le tournoi en s'inclinant contre le Kenya, mais ils se sont repris en gagnant contre le Gabon, le Mali, la Tunisie et le Rwanda. Dokone, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, admet que ses joueurs ont été capables de repousser leurs limites. Tout au long du tournoi, la clé du match a souvent été entre les mains des joueurs capables de prendre des rebonds. Le Maroc a pris 33 rebonds contre 36 pour la Côte d'Ivoire, ce qui signifie qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les 2 équipes et que le titre se jouera sur des détails. La RDC championne en titre, l'Angola pays hôte et la Tunisie, 3 équipes qui ont remporté leur groupe pour se qualifier directement pour les quarts de finale. Étant hors de la course au titre, il est difficile de prédire qui soulèvera le trophée ce dimanche. Qui du Maroc ou de la Côte d'Ivoire soulèvera ce trophée de cette deuxième afro-basket masculin? La réponse, c'est dans peu de temps. Coup d'envoi de la finale, 17h, temps universel. Merci Famourou Djourté pour le tour de l'actualité sportive. Pour jouer au sport, il faut être en bonne santé. Et Focus Santé, c'est dans un instant. Focus Santé.
Le paludisme fait partie des maladies les plus meurtrières au monde, notamment au Mali. Le nombre de cas de décès de la maladie reste encore très élevé. Ici à Bamako, c'est la commune 6 du district de Bamako qui est la plus touchée par cette pathologie avec un taux de prévalence très élevé. À Yirimadio, du fait de son environnement insalubre, Focus Santé, donc sur le centre de santé communautaire de Yirimadio où le paludisme constitue la première cause de consultation. C'est en rediffusion avec Barakissa Ouattara. Yirimadio, un quartier périphérique de Bamako, est l'un des plus peuplés avec plus de 82 000 habitants. Cette partie de la commune 6 souffre des maux de son environnement. Conséquence, le quartier est laissé à la merci des moustiques. Pas donc étonnant que le centre de santé communautaire de Yirimadio enregistre aujourd'hui le plus grand nombre de cas de paludisme dans le district sanitaire de Bamako. Dr Ibrahim Sissé, directeur technique du centre de santé communautaire de Yirimadio. C'est un quartier périurbain, donc un quartier en voie de développement. Ça veut dire que les conditions d'élimination, de ruissellement des eaux ne sont pas conformes aux normes. Il y a aussi le surpeuplement et aussi le niveau social qui joue de façon négative la prévalence du paludisme. Le fort taux de prévalence de paludisme dans ce terre de santé s'explique également par son accessibilité géographique. Le centre de santé est beaucoup fréquenté par les quartiers et villages environnants. Le nombre de consultations dépend des périodes. On peut scinder en deux périodes. Il y a la période de pic et nous avons ce que nous appelons la période morte, entre guillemets. La période morte, c'est-à-dire que s'étale décembre, voire janvier jusqu'à mai, nous avons à peu près 13,7% de nos consultations sont dues au paludisme. Pendant la période hivernale, les pics commencent le plus souvent vers la fin du mois de juin jusqu'à fin novembre. Progressivement, le 26, nous partons jusqu'à 52% de nos consultations. Les couches qui en souffrent le plus sont les femmes et les enfants de 0 à 5 ans. Nous avons coutume de croire que c'est au moment qu'il faut se coucher, il faut attacher les moustiquaires. Les enfants passent la moitié de la nuit à dormir dehors sans aucune protection. Parce que les enfants le plus souvent dorment très tôt avant les parents. La prise en charge s'est faite selon les normes établies par le Programme national de lutte contre le paludisme. Elle est gratuite pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes. Nous les prenons en charge et par rapport au paludisme simple qui met en exergue les CTA, les combinaisons thérapeutiques à base d'artéminésinine, et c'est les femmes enceintes pendant une certaine période et c'est les enfants de moins de 5 ans. La particularité de cette aire de santé, selon Dr Sissé, est qu'avec l'appui d'une ONG, le centre prend en charge toutes les personnes démunies et toutes les pathologies avec un accent particulier sur le paludisme. Nous avions ce que nous appelons les agents de santé communautaires, communément appelés AEC, qui sont répartis dans 225 zones d'intervention, qui font des porte-à-porte à la recherche des patients, tout âge confondu, mais qui mettent l'accent sur le paludisme. Et si ces personnes qui sont recensées dans la communauté souffrant de paludisme ou qui ont des signes en faveur du paludisme sont systématiquement pris en charge par ces agents de santé communautaire. Pour le moment, le remède le plus efficace contre la piqûre de moustique femelle qui transmet la maladie est de dormir sous moustiquaire imprégné. Il est donc évident qu'en adoptant cette pratique, on peut éradiquer le paludisme. 13h42 à Dramani, région Kai, c'est la fin de cette session d'information. Mais avant de nous séparer, retenez que le Premier ministre, Dr Shogel Kokala Maïga, est arrivé à Mopti ce matin pour présider la cérémonie de clôture de la Biennale artistique et culturelle 2023. Accompagné par 6 membres du gouvernement et 4 du CNT, il a été accueilli par le ministre en charge de la culture et les autorités régionales. Aussitôt après son arrivée, le chef du gouvernement est allé rendre une visite de courtoisie aux notabilités des Mopti au vert civil du chef du village au quartier Komogol 1. Il a profité de cette occasion pour se réjouir de l'organisation de la Biennale à Mopti malgré le contexte sécuritaire. Dr Shogel Kokala Maïga a également annoncé aux autorités traditionnelles que les groupes électrogènes offerts par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta,
vont rester à Mopti. C'est par une fatia qu'a pris fin la visite aux notabilités en attendant la cérémonie de clôture de la biennale prévue cet après-midi au stade Barema Bokoum à Mopti. Une cérémonie que vous pouvez suivre en direct sur le réseau synchronisé de l'ERTM, à savoir ORTM 1 et la radio nationale à partir de 15h avec nos différents envois spéciaux déjà à Mopti. Ce 13h dimanche vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Sekou Traoré, réalisation Lancine Keita. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Et puis, à l'occasion de la fin de la biennale, vous retrouverez votre dernière édition, 22h30 également ce soir. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bon après-midi de dimanche à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Je vous retrouve demain, lundi à 13h, toujours avec la même force et la même volonté de vous servir. Et à très bientôt.